Allez viens, on parle viro. Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast de la Société française de virologie, section jeune. Viens, on parle viro. Alors, je m'appelle Lionel Bigot, je suis doctorant à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, où je travaille sur les coronavirus et je vais animer ce premier épisode avec Adrien. Bonjour à tous, Adrien Thiesson, je suis chercheur postdoctoral à l'Institut Pasteur de Paris et je travaille sur les virus transmis par les moustiques. Et aujourd'hui avec Lionel, on a le plaisir de recevoir Charlène Martin, qui est lauréate du prix de thèse de la Société française de virologie 2025. Bonjour Charlène, déjà comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va bien. Un peu fatiguée, mais hyper motivée pour ce premier podcast. Nickel. Et ben déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu rapidement ton parcours? D'où est-ce que tu viens? Tout à fait. Alors moi, l'histoire de la virologie, ça a commencé au lycée, parce que dans mes souvenirs, je me suis réveillée un matin en me disant, ok, j'ai trouvé ce que je veux faire de ma vie. Je veux trouver un vaccin contre le sida. Donc j'ai été très terre à terre avec cette idée en me disant un vaccin est un médicament, donc je vais aller étudier les médicaments, comme ça je pourrai mieux les comprendre pour mieux les créer. Je suis donc allée en fac de pharma à Nancy. Et donc quand on fait pharmacie, il existe différentes filières, donc 3 principales. Officine, qui est la pharmacie de ville, où on va chercher nos médicaments. Hôpital, puisque chaque hôpital a sa propre pharmacie. Et donc l'hôpital, il y a aussi biologie médicale, etc. Et une filière industrie, recherche, et qui regroupe globalement tout le reste, puisqu'il y a des pharmaciens tout au long de la chaîne de production du médicament. Donc ça va de la recherche au développement, aux affaires réglementaires, marketing, etc., etc. Je vous raconte tout ça parce que je trouve que c'est toujours bien de faire un petit peu de pub sur les études de pharma. Et donc, Merci pour la je me pub. suis engagée dans la filière industrie-recherche à Nancy. Donc, sachant que je voulais faire de la recherche, j'ai fait plusieurs stages à droite à gauche pour découvrir la recherche. En viro sur le CMV à Fribourg en Allemagne. Il y a plusieurs longs stages aussi. J'ai fait 2 stages de 6 mois, un à Rouen. Enfin, les 2 étaient à Rouen sur le VIH. Et du coup, dans mon cursus scolaire, quand on fait industrie la dernière année, on se spécialise dans ce qu'on veut. Donc, si on veut faire des affaires réglementaires, on va en affaires réglementaires. Moi, je voulais faire de la recherche en viro. Du coup, je suis allée faire le Master 2 de virologie fondamentale à l'Université de Paris. J'ai enchaîné avec une thèse d'université derrière. Pour l'histoire, c'est... En fait, mon stage sur le CMV m'avait beaucoup plu et vraiment, j'aime bien les herpès. Je les trouve hyper intéressants. Et c'est un peu de fil en aiguille, j'en ai parlé au directeur du master qui m'a trouvé qui a trouvé une équipe d'accueil, qui avait une doctorante qui terminait. Et du coup, ça s'est un peu bien goupillé et j'ai fini en thèse à Toulouse. Et aujourd'hui, alors mon objectif pro, c'est de devenir enseignant-chercheur en viro. Et donc, j'ai enchaîné après la thèse. J'ai soutenu ma thèse il y a 1 an, là, un peu plus. Et là, je suis en postdoc à Lyon. Et j'ai complètement changé de sujet. Ok, le CMV, ça a l'air d'être une belle histoire d'amour. Donc ce Mhm. parcours-là, ça t'a amené à recevoir le prix de thèse lors des dernières journées francophones de virologie. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton sujet de thèse, les vésicules extracellulaires placentaires, en lien avec l'affection par le CMV, donc qui est l'herpès qui semble avoir conquis ton cœur. Je dis pas de bêtises sur le sujet déjà. Est-ce que tu peux nous parler Oui, du c'est ça. CMV et qu'est-ce que c'est comme virus? Donc tu nous as dit que c'était un herpès, mais est-ce que tu peux nous le détailler un peu et pourquoi est-ce que tu as flashé dessus? Ah, pourquoi est-ce que c'est mon chouchou? Je vais commencer par répondre à cette question-là. Pourquoi c'est mon chouchou? Alors déjà, pourquoi les herpès? Je sais que quand on demande à des virologues s'ils préfèrent les virus ADN ou ARN, je pense qu'il y a 85% des gens qui répondent les virus A. ARN. ARN. Exactement. Eh bien, moi, à contre-courant, j'aime bien les virus à ADN parce que, en fait, c'est des gros virus. Ils ont évolué avec nous depuis des millions d'années. Et vraiment, je trouve ça fascinant la manière dont le CMV en particulier a développé énormément de stratégies pour échapper au système immunitaire. Et en fait, le stage que j'avais fait, c'était vraiment un stage où on est tout bébé chercheur, là, j'ai optimisé la production d'une protéine dans des cellules avec du subcloning, etc. C'est tout mignon, mais le sujet en tant que tel me plaisait beaucoup.
Donc voilà pourquoi le CMV, c'est mon chouchou. Et ensuite, c'est pas le chouchou de tout le monde parce que le CMV, c'est aujourd'hui un problème de santé publique important. C'est le virus le plus couramment transmis in utero parce que même si on est en bonne santé, tout se passe bien, mais les patients immunodéprimés ou dans le cas de ma thèse, donc l'infection congénitale, donc l'infection des femmes enceintes et la transmission au bébé, c'est vraiment un problème. C'est la cause la plus fréquente de malformations cérébrales et de surdité d'origine infectieuse. Et aujourd'hui, on n'a pas de méthode vraiment fiable de pronostic. Donc ça, c'est le contexte. Ensuite, moi, ce sur quoi j'ai travaillé, et un organe qui est particulièrement important pendant la grossesse, c'est le placenta. Il se trouve que c'est la cible du CMV, donc il peut se faire infecter par le CMV, et c'est un organe clé au cours de la grossesse, parce qu'il permet des échanges entre la mère et le bébé, donc que ce soit des échanges de gaz, de nutriments, etc. Et un des moyens par lesquels il communique aussi avec son environnement, c'est par la sécrétion de vésicules extracellulaires, donc en l'occurrence placentaires, puisqu'elles proviennent du placenta. Je vais très certainement pas dire vésicule extracellulaire à chaque fois, mais EV, On te le ça sera pardonnera. bien plus. Merci. Ouais. Et du coup, les EV placentaires et les EV de manière générale, c'est un rôle dans la communication. Ça vient du système endosomal de la cellule, c'est un cargo et ça permet de délivrer des protéines, des lipides, des acides nucléiques, etc. Et dans le cas des EV placentaires, en fait, leur composition et leur sécrétion sont vraiment régulées. Et il a été montré dans la littérature qu'il y a plusieurs cas où il y avait une dérégulation dans des pathologies gravidiques, par exemple le diabète gestationnel ou la prééclampsie, ou les choses comme ça. Mais il y a peu d'études qui s'intéressent aux EV placentaires dans le contexte d'infection congénitale, et c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Ok, d'accord. Donc on comprend vraiment bien pourquoi c'est important et il faut se focuser dessus. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu as fait pendant ta thèse? Quelles étaient tes questions et qu'est-ce que tu as pu réussir à démontrer? Si tu peux nous résumer ça rapidement. Ouais, alors en fait, il y avait dans mon équipe d'accueil, les précédents travaux ont montré que si. Bon, déjà, quand tu incubes. Donc, on a un placenta, infecté, un placenta non infecté. Ils vont sécréter des vésicules extracellulaires. Et ça, on avait montré que. Enfin, ils avaient montré que la composition en protéines de ces vésicules extracellulaires-là, en cas d'infection, elle était modifiée. Et que si ils incubaient des cellules, des progéniteurs neuraux avec ces vésicules extracellulaires issus de cellules infectées, les EVCMV, en fait, les cellules étaient plus permissives à l'infection, comme s'il y avait un effet de, ça va un peu primer et booster l'infection. D'abord les EV, et donc quand le virus il arrive, en fait, il y a déjà un petit environnement qui est établi pour qu'il puisse infecter hyper bien les progéniteurs neuraux. Et donc moi, mon sujet de thèse arrive après ça, et c'était regarder si ces EV placentaires, elles avaient un impact en tant que tel directement sur les progéniteurs neuraux. Donc concrètement au labo, j'ai regardé le phénotype de cellules souches neurales humaines, qui est un modèle ultra stylé, qui était hyper joli à regarder au microscope. Et du coup, bah, je sécrétais, enfin, je produisais des vésicules extracellulaires de différents modèles placentaires, parce que j'en avais plusieurs, en conditions non infectées et en conditions infectées. Et j'ai regardé le phénotype des NSC, donc leur croissance, leur mortalité, leur prolifération, leur différenciation en neurones glutamathergiques et leur migration. Ok. Ah, et j'oublie un aspect quand même hyper important, qui est quand même normalement un peu la moitié de ma thèse, c'est que ça, c'est le caractère un peu plus recherche fondamentale, entre guillemets. Et j'avais tout un versant clinique, puisque, comme je vous le disais, problème de santé publique pour l'infection CMV. Et la particularité des EV placentaires, c'est qu'elles peuvent être. Donc, elles sont sécrétées par le placenta, mais on les retrouve dans les deux versants, dans le versant fœtal et dans le versant maternel. Et donc, comme ça reflète un peu la composition et l'état du placenta, l'idée derrière tout ça, c'était de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer ces vésicules extracellulaires dans le sang de la mère pour les utiliser comme biomarqueurs pronostiques en l'occurrence. Parce qu'on peut retrouver ces vésicules extracellulaires placentaires dans le sang de la mère. Ouais, en fin de grossesse, le pourcentage il est énorme. Je crois que c'est 30% des EV, des vésicules extracellulaires que tu retrouves dans le sang de la mère sont d'origine placentaire. D'accord. Et là, donc tu disais que la composition des EV, je vais reprendre le terme, était modifiée lors de l'infection. Euh, Est-ce que tu as une idée de l'origine de cette modification? Est-ce que c'est parce que le virus modifie complètement les cellules et qui vient déréguler les micro-RNA? Est-ce que c'est parce qu'il va modifier toute la partie protéique
protéomique cellulaire? Est-ce que tu as une idée de l'origine de cette modification? Eh ben, un peu tout, en fait. Parce que ben, l'infection CMV, comme toute infection virale, va complètement chambouler tout le, tous les processus cellulaires. Le CMV, en plus, enfin, il a un cycle de réplication long, pardon, et c'est ce que je vous disais, qu'il a développé tellement de moyens d'échapper au système immunitaire qu'il y a en fait effectivement énormément de choses qui sont chamboulées. Et ensuite, sur la modification des EV placentaires, bah, vu que en termes de protéines et en termes. Donc, moi, j'ai regardé les micro-RN, le contenu en micro-RN, et le CMV code ses propres micro-RN. Donc, en cas d'infection, on va les retrouver dans la cellule et on en retrouve certains dans les EV. Et Et après, pour est-ce répondre concrètement, oui, vas-y. est-ce que tu as une idée donc tu dis qu'il y a des micro-ARN qui viennent du CMV qui sont encapsulés dans tes EV, donc qui Ouais, sont transmis à des cellules extérieures. tout à fait. Tu nous as dit avant que ces EV issus de cellules infectées étaient capables de perméabiliser, entre guillemets, les cellules, les rendre un peu plus permissives à l'infection virale. Ces Ouais. micro, ces micro-ARN virales, là, tu as une idée de leur fonction, à quoi ils servent exactement? Ouais, alors il y en a plusieurs. Donc déjà, on n'a pas retrouvé tous les micro-RN et en fonction des souches de virus que tu utilises aussi pour infecter tes cellules, il y en a qui codent pas tous les micro-RN et on va pas forcément. C'est pas parce que il y a par exemple 10 micro-RN du CMV qui sont retrouvés dans ta cellule que tu vas retrouver les 10 dans les EV. Parce qu'il y a un espèce de sorting, de tri. Il y a certains micro-RN qui vont être retrouvés davantage dans les EV, enfin surreprésentés dans les EV par rapport à la cellule. C'est pas de l'aléatoire. Est-ce que je peux répéter ta question? Est-ce que tu as une idée d'à quoi servent ces micro-RN? Donc tu dis c'est des Oui, micro-RN qui sont triés, donc comme si le CMV voulait transférer ces micro-RN dans d'autres ouais, cellules. ouais. C'est un peu l'idée. Donc c'est bien ça doit lui servir à quelque chose. Est-ce que tu as une idée d'à quoi servent ces micro-RN? Qu'est-ce qu'ils ciblent? Ouais, en fait, il y a un peu de biblio sur certains micro-RN, pas tous, et globalement, les rôles sont peu connus. Mais en fait, travailler un micro-RN peut avoir tellement de cibles ARN messagers que Hmm. vraiment, bon gros courage à tous ceux qui travaillent sur les micro-RN. Enfin, j'ai un peu goûté, mais du coup, C'est encore enfin, un domaine je sais d'étude. pas. Ouais, c'est ça. Je peux pas répondre à quoi servent tous les micro-RN du CV. Il y a certaines fonctions qui sont connues, d'autres pas, et on est loin d'avoir tout découvert. Et, pour continuer un petit peu sur ces micro-ARN et ces EV, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais en lisant un petit peu ce que tu as produit comme résultat, j'ai cru comprendre que ces EV qui étaient produits au moment de l'infection impactaient le développement en tout cas dans tes modèles cellulaires, le développement de tes progéniteurs neuronaux. Et comme tu parlais que les symptômes étaient notamment des microcéphalies ou des problèmes neuronaux, est-ce que tu sais, vous avez une idée si ces EV sont liés à la partie clinique que tu observes dans l'infection CMV ou est-ce que tu penses que c'est autre chose et c'est deux phénomènes biologiques différents? Je pense que les deux se complètent. Après, alors, les malformations cérébrales, microcéphalie, c'est vraiment très orienté infection congénitale. Zika, CMV, c'est pas tant ça. Ça va plus être de la lysencéphalie, où Ouais. il y a moins de plis. Je sais plus comment ça s'appelle, mais du coup, il y a un cerveau qui est assez lisse. Et en fait, c'est un peu tout, parce que le CMV, en tant que tel, peut infecter des progéniteurs neuraux et avoir des conséquences vraiment catastrophiques. Mais nous, ce à quoi on s'intéresse, c'est enfin, vraiment quand tu repars en clinique, il y a certaines femmes qui vont faire une séroconversion à CMV pendant leur grossesse. Donc là où c'est le plus problématique et où ça inquiète le plus les cliniciens, c'est quand c'est au premier trimestre. Parce que si le CMV passe au premier trimestre, comme c'est encore le moment où les organes ils sont en cours de formation, il peut y avoir énormément de dégâts. Si c'est un peu plus tard, en fait, les pronostics vont être encore plus incertains parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et le fait que nous, on travaille sur les EV placentaires, en fait, le virus peut être là, ne pas se retrouver dans le compartiment fœtal, mais quand même être présent dans le placenta et quand même chambouler tout ce qui se passe au niveau du placenta et la sécrétion des EV. C'est pour ça qu'on s'intéresse à, OK, le virus n'est pas encore là, mais est-ce que les EV qui ont été produites sous contrainte du CMV peuvent avoir un impact en tant que tel? Et du coup, donc, Mathilde avait montré que oui, bah, ça va primer les cellules si le CMV passe derrière.
Et moi, j'ai montré qu'elles avaient aussi un impact en tant que telles sur, la physio, sur le développement des progéniteurs neuraux. Ok, donc Et ouais, c'est sûrement un vas-y, petit peu vas-y. plus complexe que ça, quoi. Oui, Mais c'est ça. En tu fait, commences à c'est vraiment découvrir une partie. complémentaire. Exactement. C'est En fait, c'est ça qui est bien avec la viro. ouais. Et en plus, on n'est pas. Enfin, j'avais vraiment 3 conditions quand j'incubais mes cellules souches avec les EV. J'avais mon PBS filtré, j'avais les EV issus de cellules non infectées, les EV issus de cellules infectées. Et en fait, on s'attendait à trouver des différences entre non infectées et infectées. On se posait la question. Et il se trouve qu'au final, on avait un impact des EV issus de cellules non infectées en tant que telles. Et il se trouve que les EV placentaires jouent un rôle physiologique et que en cas d'infection, on perd cet effet-là. Donc, en fait, j'avais ma condition PBS, ma condition EV non infecté qui avait un impact et CMV, je retournais à l'état basal de comme si j'avais pas mis d'EV, alors que les EV avaient cet impact-là. Ok. Eh ben, merci Charlène pour cette rapide présentation de ce sujet. Donc, c'est super intéressant à bien des égards. Mm. Cette première partie, on nous a permis de t'entendre sur un sujet qu'on avait choisi. Nous, on te propose de t'offrir 5 minutes pour discuter d'un autre sujet, toujours en lien avec la viro. Donc ça, c'est la deuxième partie du podcast. Il se trouve que on a un peu choisi la deuxième thématique également, en lien avec toi. Et, ben, on va te laisser nous présenter ce second sujet. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui pendant 5 minutes, c'est, attention, roulement de tambour, la section jeune de la Société française de virologie. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, On a pas une du tout. petite idée. Ah, Explique-nous. Du coup, la section jeune de la SCV, c'est un regroupement de jeunes gens volontaires pour faire vivre la virologie en France. Et donc, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de créer du lien entre les jeunes virologistes et de diffuser la virologie au grand public. Et ça part La section, en fait, elle a été créée il n'y a pas très longtemps, elle a été créée il y a 1 an et demi. Et quand on s'est tous demandé pourquoi on fait ça, quelles sont nos motivations, le Covid avait fait beaucoup de mal à beaucoup de gens et on s'est tous un peu rendu compte que, ok, la science, elle est beaucoup trop opaque et il y a beaucoup de choses que nous, on pourrait faire en tant que chercheurs, jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, pour remédier à ça. Donc ça passe par la diffusion de la virologie au grand public, donc en vulgarisant des sujets de viraux. Ok, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des actions du coup vous faisiez? Parce que là, tu parles de la vulgarisation. Concrètement, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place? Alors, on a mis en place l'an dernier, donc il y a un congrès de la Société française de virologie qui s'appelle les Journées francophones de virologie. Et donc, c'est un congrès qui a un peu évolué, qui maintenant se tient sur 2 jours et demi. Et donc, on a profité de la matinée de ce premier jour pour ajouter une matinée dédiée aux jeunes chercheurs et aux jeunes chercheuses. Et donc ça a été mis en place à Lyon l'an dernier pour la première édition. Et donc ça remplit un peu notre objectif de créer du lien entre jeunes virologistes. Et donc ça consistait à une matinée de 2 heures. Et pendant la première partie, on a fait intervenir 3 intervenantes que je remercie de nouveau parce qu'ils étaient vraiment top et qui nous ont parlé de leur parcours et de leurs difficultés. Et c'était très, très chouette. Et la deuxième partie, c'était vraiment créer du lien, parce que c'est un congrès qui est facilement accessible aux jeunes chercheurs-chercheuses, notamment aux étudiants et étudiantes en Master 2. Et donc ça permettait de un peu briser la glace et de provoquer des rencontres en lien avec la virologie. Donc c'était des petits groupes et l'objectif, c'était vraiment de se connaître pour après pouvoir passer un peu plus de temps ensemble pendant le congrès. Donc ça, c'est la première grosse action. La deuxième, effectivement, je vous ai parlé des live Twitch. La troisième qui a été mise en place cette année et qui marche vraiment bien, c'est la carte interactive où on recense des offres d'emploi et des offres de stage. Donc soit on a une super équipe en interne qui s'occupe de la veille biblio des différentes offres et donc on s'envoie aussi celles qu'on trouve, mais on peut, les PI peuvent nous envoyer directement des offres, on les mettra dessus. Et depuis pas longtemps, on a rajouté les congrès. Donc pareil, si vous avez des congrès en lien avec la virologie que vous connaissez et que vous aimeriez voir sur cette carte, n'hésitez surtout pas. Et ça, c'est pour les projets dont vous êtes au courant. Et il y a même un autre projet dont tu fais partie aujourd'hui, puisqu'il y a le projet podcast. Et oui, le projet voilà. podcast.
avec Nouveau projet, une vas-y, diffusion de la vas-y. virologie un peu plus scientifique que pas juste pour le grand public. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations? Oui. On est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur Insta, on est présent sur LinkedIn, on a une adresse mail et on a depuis peu un espace dédié sur le site de la Société française de Viro. On peut retrouver toutes les infos. Et la carte, c'est pareil, elle est sur LinkedIn, elle est sur le site. De toute Et façon, on toutes les invite infos tout le monde à aller voir. seront... Oui, les infos seront en description du podcast, je pense. Tout à fait. Exactement. Bah, merci Charlène pour nous avoir parlé un petit peu de tout ça, à la fois de ta science et de ce que tu fais aussi à côté. On arrive sur la fin de ce podcast et on voulait terminer par se faire quelques petites recommandations sur la science qu'on a vu passer qui nous intéresse ou de la vulgarisation. Lionel, je te laisse commencer. Je sais que tu voulais nous parler d'un papier en particulier. Ouais, un papier que j'ai trouvé, enfin que j'ai vu passer dans la newsletter de Nature, ils en parlaient. C'est un papier qui est publié dans bioRxiv, donc il n'est pas officiellement publié encore. Et c'est un papier qui s'intitule Generative Design of Novel Bacteriophages with Genome Language Model. C'est un article qui traite de la mise au point d'une intelligence artificielle, une IA type ChatGPT, qui permet de générer des séquences de phages complètes. Vous lui donnez les 5 primes, les 20, 30, 40 premiers nucléotides de votre phage, et il vous fait un phage complet. Alors, on peut se dire que voilà, est-ce que ça marche ou pas? Et en fait, ils ont testé, ils ont généré plein de phages comme ça, et en fait, ça marche. Et souvent, enfin, ils ont eu des phages qui sont plus efficaces que le phage original, y compris sur des souches bactériennes cibles qui sont résistantes aux phages sauvages. Donc, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça super intéressant pour plein d'aspects. La lutte contre la résistance aux antibiotiques, enfin, tout ce genre de choses. Mais quelque part, moi, ça me fait un peu penser à certains films de SF un peu flippants. Donc, je reste Mhm. dubitatif. Mais je trouvais le sujet super intéressant. Donc, je vous invite tous à lire ce papier. Ouais, super. Bah, moi, je voulais vous parler d'un autre papier qui est pour le coup publié en novembre là, de cette année dans Science Advances qui s'appelle 3D Microprinting, Leveraging Biotic Material as the Nozzle for 3D Printing. Ça fait pas très viraux, mais je vais vous expliquer pourquoi moi j'en ai entendu parler. C'est parce qu'en fait, c'est des chercheurs de l'université McGill à Montréal qui s'intéressent à faire des aiguilles pour l'impression 3D. Et c'est un domaine qui a besoin de contraintes bien particulières parce qu'il faut que ce soit très précis. Et ce qu'ils ont mis au point, c'est d'utiliser le proboscis d'un moustique. En fait, c'est l'organe qui sert au moustique à piquer et qui est capable de traverser la peau, repérer un vaisseau sanguin et ensuite prendre du sang dans le vaisseau sanguin. Et à partir de cet organe-là, en l'utilisant comme aiguille, ils ont réussi à démontrer que ça marchait quasiment aussi bien qu'une aiguille en verre, qui est extrêmement compliquée à produire, qui est extrêmement fragile. Et l'idée étant de pouvoir répondre à des problèmes d'accessibilité de cette technologie, parce que ça limite vachement le fait d'avoir des aiguilles et des parties de l'imprimante qui sont très compliquées d'avoir techniquement. Et en plus, bah, c'est une aiguille complètement biodégradable puisqu'on est sur un organe de moustique. Et je trouvais ça assez ouf de partir voilà, de l'objet biologique pour aller vers des applications qui sont complètement autres. Et c'est un truc, nous, dans le monde de l'arbovirologie, on n'aurait jamais pensé. Je voulais partager un peu cette idée un peu folle et un peu excitante, je trouve. Ouais, super intéressant, effectivement. Et toi, Charlène, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Oui, mais alors moi je vais mettre en lumière la virologie française avec une histoire que j'ai trouvée très très chouette, avec un petit conflit d'intérêt puisque c'est l'équipe que j'ai rejoint pour mon postdoc. Mais je vais quand même vous faire le pitch de ce papier qui est très joli, qui s'intéresse à TRIM69 et qui part de deux choses. C'est que TRIM69, c'est un gène stimulé par l'interféron qui a une activité antivirale forte contre le VIH1. Et la deuxième chose, c'est que TRIM69, c'est une MAP, donc c'est une protéine qui est associée aux microtubules. Et que jusque-là, il n'y avait pas de lien qui était montré entre les deux. Et que c'est l'objectif du papier de chercher à comprendre comment TRIM69 peut bloquer l'infection du VIH et quel rôle jouent les microtubules. Du coup, je vais essayer de ne pas vous le spoiler. Mais l'histoire est très chouette. Et en fait, toutes les questions qui sont posées, ils sont vraiment allés creuser dans les mécanismes. Ils ont utilisé plein de techniques différentes et les images sont jolies. Vraiment travailler sur les microtubules,
ça vend du rêve quand tu es au microscope. Je vous invite à lire ça. Et je trouvais ça aussi intéressant de souligner la recherche française et de montrer qu'il y avait toujours de la recherche fondamentale, entre guillemets, qui avait lieu sur le VIH1. Merci pour cette mise en lumière. Merci Charlotte, merci Lionel. Je pense qu'on aura bien parlé viraux pour ce premier épisode. Merci aux auditeurs, on espère que ça leur a plu. Et puis on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Ciao! Allez, viens, on parle viraux.